sommes avec Fabien Perrucca à l'occasion du récent décès de Paco Rabanne, survenu le 3 février dernier, pour évoquer un des livres les plus célèbres du styliste, Le Feu du ciel. C'est dans cet ouvrage qu'il a fait ses fameuses prédictions, des prédictions qui ont sans aucun doute précipité sa chute médiatique. Alors dans ce livre, dès la première page, vous êtes cité, Fabien Perrucca. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Pourquoi ? Parce que ce qui est très rare, Paco Rabanne a décidé de me remercier, de lui avoir prêté ma plume. C'est en effet très rare dans mon métier, et puis je ne le revendiquais pas, je ne demande, en général je n'apparais pas, et c'est d'ailleurs l'une des règles du métier, on est des écrivains de l'ombre. Alors on appelle ça, moi je revendique l'expression de nègre littéraire, elle vient de loin, je n'aime pas le mot de ghostwriter, parce que c'est du franglais, et puis ensuite de ça, ça peut même à mon sens prêter à confusion, dès lors que l'écrivain qui se cache derrière un pseudonyme peut-être le véritable auteur de son œuvre. Donc il est l'écrivain fantôme de sa propre œuvre. L'expression nègre littéraire, d'ailleurs pour anecdote, pour ceux qui l'ignorent, elle procède d'Alexandre Dumas. Il était tout à fait capable d'écrire ses livres tout seul, sauf qu'il menait un train de vie d'enfer. Il avait des besoins d'argent considérables et permanents. Et pour y faire face, il signait des contrats à tour de bras pour publier ses romans en feuilleton. C'était l'apparition du feuilleton au XIXe siècle, à telle enseigne que il suffisait plus à la tâche. Donc il avait quelqu'un qui l'aidait. Il faisait gagner du temps. Il s'appelait Auguste Maquet, c'est pas n'importe qui. Il a lui-même publié pas mal de romans sous son propre nom, mais il n'a laissé aucune trace dans la mémoire. Auguste Maquet était comme Alexandre Dumas. Alors d'abord, il avait le teint très foncé, car il venait des Antilles. Alexandre Dumas, lui, avait un quart de sang noir. Et par moquerie, peut-être, par je ne sais quoi, il appelait Auguste Maquet son nègre, mon nègre. Voilà d'où vient l'expression qui est encore usitée aujourd'hui, même si elle peut choquer certains. Alors Auguste Maquet a une rue à Paris, il est enterré au Père-Lachaise, et considérant qu'il avait beaucoup œuvré pour Alexandre Dumas, il a fait graver dans le marbre de sa tombe les titres des 20 romans auxquels il avait collaboré. Alors je dis bien collaboré, parce que c'est là qu'est toute l'ambiguïté dans le cas d'Auguste Maquet et d'Alexandre Dumas. Quand Auguste Maquet, sur les idées que lui avait donné Alexandre Dumas, avait rendu sa copie, eh bien en fait, Alexandre Dumas était, alors là il n'y a pas de mot en français, était le rewriter de son nègre, c'est-à-dire qu'il réécrivait ce qu'avait fait son nègre, et de toute évidence, le génie littéraire était du côté d'Alexandre Dumas et non pas d'Auguste Maquet. Voilà, sur ce plan-là. Paco a eu cette élégance et cette gentillesse de me remercier. J'en étais très surpris parce que j'en étais pas averti. Je ne l'ai découvert que quand le livre était imprimé. Sur le coup, d'ailleurs, j'étais mi-figue mi-raisin, à vrai dire, parce que j'avais vraiment tout fait pour dissuader Paco Rabanne d'écrire ce livre. Je n'étais pas le seul d'ailleurs, la directrice littéraire elle-même. J'ai souvenir de rendez-vous dans le bureau de Paco, et moi je lui avais sorti des articles de loi en lui disant non mais on peut pas faire ça, vous vous rendez pas compte, c'est terrible, si des gens vous prennent au sérieux, quelles conséquences cela peut-il avoir Est-ce qu'on peut rappeler chez quel éditeur vous travaillez ? Alors il s'agissait d'un livre qui était publié chez Michel Lafon, et donc il s'est écrit d'ailleurs, autant je me souvienne très vite, et Paco Rabanne était déjà célèbre pour... il avait une foi bien chevillée au corps, mais il était bien connu pour ses excentricités et ses visions. Il avait déjà publié un certain nombre d'ouvrages auxquels je n'avais pas collaboré, mais là, ça procédait à la fois de traumatismes qui remontaient à sa petite enfance, à la guerre d'Espagne, où il avait subi des bombardements, comme à Guernica. Donc son père était colonel dans l'armée républicaine espagnole. Et évidemment, après la défaite des républicains, il s'est replié en France. Il a dû être interné pendant un temps, je crois, Port-Vendre ou Collioure, je crois que c'est Port-Vendre. Après quoi, il a été recueilli et
guerre en Bretagne. Alors, vers l'âge de 17 ans, Pacour ne s'étendait pas forcément sur le sujet, mais enfin, parmi ces déclarations que d'autres diraient des élucubrations, il disait qu'il avait rencontré Dieu, je crois 3 fois, il avait eu une apparition de la Vierge. C'est un personnage très complexe qui peut paraître farfelu, mais qui était tout à fait convaincu de ce qu'il disait. Et à l'âge de 17 ans, il avait eu une vision d'un Paris en flammes, où les Parisiens se jetaient dans la Seine et continuaient de brûler dans l'eau. Cette vision-là lui a semblé qu'il en trouvait l'explication en 1999, ce qui a conduit à l'écriture et à la publication de ce livre. Alors, de quoi s'agissait-il pour Paco? La station Mir, qui était en déshérence et condamnée à retomber sur terre, complètement à l'abandon, devait tomber sur Paris. En partie d'ailleurs, parce qu'une autre partie de cette station spatiale devait tomber dans le département du Gers. Et se greffaient là-dessus toutes sortes de considérations, parmi lesquelles, dans ces fameuses centuries, Nostradamus aurait prédit la chose, que cette chute de la station Mir qui passait effectivement dans sa trajectoire au-dessus, enfin autant qu'on puisse le déterminer avec exactitude, passer au-dessus de Paris. Et tout ça au moment de l'éclipse d'août 99. Cette chute devait se produire, selon lui, le 11 août 1999, jour de l'éclipse totale de soleil, dont beaucoup de vos auditrices et auditeurs doivent se souvenir, ceux qui étaient nés à cette époque, parce que ça avait été un grand événement et tout le monde portait des lunettes de protection pour pouvoir assister à ce merveilleux phénomène. La chose était vraiment très compliquée, on fait tout pour le dissuader, mais lui, on lui représente aussi à quel point il prend des risques. Et justement, si je peux me permettre, quand vous évoquez le sujet, on sent que c'est quelque chose, comme vous disiez, qui le hantait depuis l'âge de 17 ans, quelque chose de très personnel. Et lui qui était, j'imagine, peut-être en capacité, qui savait écrire, pourquoi est-ce qu'il a voulu confier ce travail à quelqu'un d'autre? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas pris la plume lui-même? Je ne sais pas si, honnêtement, s'il pouvait se passer d'une collaboration pour écrire. Ses précédents livres avaient été écrits aussi en collaboration? Oui. C'est une chose. Par ailleurs, il faut quand même s'imaginer que ce monsieur était, comme d'autres personnes de son acabit, sont tout à fait capables en effet d'écrire, mais faut-il encore qu'elles en aient le temps? Ça, quand même, c'est étonnant, parce qu'on a quand même des ministres de l'économie qui trouvent le temps d'écrire 2 ou 3 livres. Oui, ça c'est voilà, c'est très bien dit. Il n'y a pas que des ministres de l'économie, il y a toutes sortes de personnes qui se vantent de dormir que quelques heures par nuit et de trouver le temps d'écrire. Pardon pour cette parenthèse. Mais la question est close, on n'entrera pas dans les détails à ce sujet. Non, il faut quand même considérer que ce genre de personne, de toute façon, n'a pas le temps d'écrire. Qu'elle en soit capable ou pas. Ils ont des agendas. Alors là, pour le coup, Paco Rabanne avait un agenda de ministre. Enfin, je veux dire, entre la direction de son groupe et... Oui, parce qu'à l'époque, il était encore à la tête de son groupe. Voilà. Il n'en était plus le propriétaire. Il était à la tête de son groupe. Et de fait, donc, je l'avais représenté aussi qu'à cet égard, il prenait quand même un risque. Car j'étais convaincu que, pour ma part, qu'il allait s'exposer à une moquerie universelle en annonçant la chute de la station Mir. Et je prenais le pari qu'elle ne tomberait pas sur Paris. Cela dit, il était franchement, il ne pensait pas à ses intérêts. Il préférait prendre le risque. Je disais, oui, mais vous vous rendez compte, si une seule personne au monde prenait une corde pour se pendre après vous avoir lu, vous en voudrez toute votre vie. Et il me répondait, oui, mais imaginez que la station Mir tombe sur Paris et que je n'ai pas publié ce livre, je m'en voudrais encore plus. Que répondre à ça? Et je me souviens d'un jour où j'avais rendez-vous très tôt, j'habite en Normandie, pour aller l'interviewer donc à Paris, tout près de la rue de Sèvres, dans son bureau. J'avais rendez-vous à 9h, donc je prenais la précaution de partir très tôt, vers 6h du matin. Et je me souviens précisément que d'une chose qui m'est arrivée en cours de route. Je ne vais pas être très loin j'avais dû passer Dreux, autant que je me souvienne, et on avait annoncé pour la veille une pluie d'étoiles filantes qui n'avait pas eu lieu. Voilà. Il s'était rien passé, tout le monde était bien déçu.
Et moi, à 6h30 du matin, qu'est-ce que je vois tout à coup au volant? Une pluie d'étoiles filantes absolument extraordinaire, un spectacle magnifique. Évidemment, je m'arrête sur le bord de la route, comme tout le monde, pour admirer le spectacle. Et je ne trouve rien de mieux en arrivant dans le bureau de Paco que de lui dire, de lui raconter l'anecdote, de lui dire « Oh là là, j'ai assisté à un spectacle magnifique ». Et que me répond-il? Il me répond « Vous voyez, eh bien, ils se sont trompés dans leur calcul. Ils avaient annoncé la pluie d'étoiles filantes pour 24 heures plus tôt et elle a eu lieu ce matin. Donc, moi je vous dis, m'y retombera sur... » Enfin bon, bref, il tirait argument de tout pour apporter de l'eau à son moulin. Bon, il était très impressionnant par ailleurs. La première fois qu'on le rencontrait, il avait pour habitude de plonger ses yeux dans les vôtres. Un silence s'en suivait, et puis il vous déclarait tout bonnement. Alors moi, dans mon cas, je crois que je me souviens que j'étais la maîtresse d'un pharaon de la 17e dynastie. Il prétendait, je crois quand même, avoir vécu 15 000 ans. Enfin bon... Il se prétendait capable de finalement visualiser les vies antérieures qu'on avait vécues. Exactement. Bon, au cours des interviews, moi je rechignais sans cesse, je contrecarrais, j'essayais d'apporter des arguments raisonnables et raisonnés, mais il était capable de décrocher son téléphone devant moi et d'appeler un spationaute français, de mettre le haut-parleur et de lui demander devant moi... alors je ne sais plus si c'était Jean-Louis Chrétien ou Michel Tognini. Michel ou Jean-Loup, là je ne sais plus. Ils étaient allés sur la station spatiale Mir l'un et l'autre, et donc il leur pose la question, il leur dit bon, il y a bien du plutonium à bord de la station, et le spationaute a répondu oui. Bon, voilà. Ce qui motivait, encore une fois, sa prédiction d'un feu tombé du ciel. Il faut quand même imaginer qu'en théorie, 1 kilo de plutonium suffit à tuer toute vie sur Terre. Bon, voilà, ça fait partie du personnage. Alors, le livre s'est fait, ça a été compliqué. Et pour le coup, votre prédiction à vous s'est réalisée, puisqu'il a été la cible de moqueries internationales pendant très longtemps. À cause de ça. Je dois dire mieux que ça, parce que tout le monde, ceux qui ont lu ce livre, se souviennent surtout du premier chapitre où là j'ai joué le jeu, où j'ai décrit Paris en flammes et les éléphants du zoo de Vincennes courant sur les quais, etc. Enfin, une vision d'apocalypse, pardon d'en rire, mais bon. Vous vous êtes lâché un petit peu. On joue le jeu ou pas? Moi, je me suis parfois fâché avec des célébrités au bout de quelques heures, et j'ai refusé de faire leur livre, soit que j'étais vraiment en complet désaccord, mais encore une fois, Paco Rabanne était d'une honnêteté confondante, il était persuadé. Alors, et puis j'avais plutôt une bonne relation avec lui, donc je suis allé au bout. Mais en revanche, j'ai eu beaucoup de mal à lui faire accepter le dernier chapitre que quasiment personne n'a lu, me semble-t-il, où je lui ai fait admettre que, voilà, pour clore cet ouvrage, s'il en était d'accord, je voulais me projeter vers l'avenir et raconter la soirée du 31 décembre 99, en disant, la station Mir n'est pas tombée sur Paris. Le monde entier s'est moqué de moi, mais je ne regrette pas ce que j'ai fait. Cela me paraissait absolument nécessaire, et tant pis si je suis seul aujourd'hui et moqué de tout le monde. Alors, de fait, le livre est sorti, il n'a pas eu le temps d'être traduit dans d'autres langues, mais on en a parlé dans le monde entier. Paco Rabanne est quand même universellement ou presque connu. Bon, ça a déclenché l'hilarité générale. Je veux dire, tous les humoristes de la planète s'en sont donnés à cœur joie. Mais pas seulement. J'ai souvenir, là encore, de petites anecdotes. À l'approche de l'éclipse du soleil, il y avait des manifestations à Toulouse de gens qui, mais déguisés en extraterrestres, etc., qui brandissaient des berlingots. De Mir, oui, de lessive. De Mir, oui. Voilà. J'ai souvenir aussi je crois, la veille ça doit être le 10 août 1999, où on apprenait à la radio que le directeur d'une prison à Sao Paulo avait libéré tous les prisonniers qui étaient sous sa responsabilité, en leur disant maintenant prenez votre liberté, c'est la fin du monde. Et finalement le soir même, le seul prisonnier de ce pénitencier était le directeur de la prison lui-même. Enfin voilà, que je sache, personne n'a pris suffisamment au sérieux les prédictions de Paco Rabanne et n'a
a attenté à sa vie, et fort heureusement, parce que sinon je n'en parlerai pas avec cette légèreté. Et à vous, justement, parce que vous dites que personne n'a pris au sérieux les prédictions de Paco Rabanne, alors je ne dis pas que vous avez évidemment fini par tout accepter, mais à force de le voir comme ça, si confondant de sincérité, à force de... Voilà, vous parliez de son honnêteté, à force de travailler avec lui comme ça pendant, j'imagine, des semaines, des mois peut-être, est-ce que Des semaines, oui. vous n'avez pas fini peut-être par y croire un petit peu ou par vous dire et s'il avait raison? J'ai du mal à me reporter 24 ans avant, mais je crois vraiment que non. Je crois vraiment que non. En revanche, il y a vraiment derrière une rencontre, quoi, d'une personnalité étonnante, incroyable et d'une fréquentation agréable. Il faut quand même là aussi rappeler une chose, c'est que bon, il dirigeait un groupe qui comptait, je crois, environ 2000 employés. Il était tellement convaincu de ce qu'il disait qu'il a, de sa propre autorité, offert 3 semaines de congés supplémentaires obligatoires à ces 2000 employés pour qu'ils ne soient pas là au moment où la station Mir était censée chuter. Très précisément, c'était entre l'éclipse de lune qui avait lieu en fin juillet, et l'éclipse du soleil qui avait lieu donc le 11 août. Il s'est ensuivi ce qu'on peut imaginer, c'est-à-dire que les actionnaires du groupe étaient des financiers espagnols, autant que je me souvienne, se sont retrouvés avec un personnel qui bénéficiait de 8 semaines ou 9 semaines de congés payés. Et du coup, tout le groupe était à l'arrêt. Voilà, ce qui a coûté évidemment une fortune au compte, et du coup, ils ont viré Paco Rabanne de la direction du groupe, séance tenante, tout en le laissant directeur artistique, avec de très beaux émoluments bien sûr. Il portait quand même le nom de la maison et son prestige et sa créativité, mais enfin, de ce point de vue-là, il l'a payé cher. Alors, en revanche, il y a eu un moment, vous me demandiez si j'y ai cru, eh bien, il faut se souvenir comment s'est achevée l'année 99. Il y a eu les 2 grandes tempêtes qui ont traversé la France. Oui, effectivement, oui. Et là, je dois dire que j'ai eu un choc. J'ai repensé à ce livre, j'ai repensé à Paco Rabanne. C'était pas la station Mir, mais il se produisait une catastrophe sans équivalent qui a vraiment stupéfié tout le monde. Il faut se souvenir quand même des millions d'arbres abattus, des pannes d'électricité partout dans toute la France, etc. Et là, vraiment, oui, je me suis dit, j'ai eu le sentiment que, non pas qu'il avait raison a posteriori, mais qu'en fin de compte, des choses invraisemblables pouvaient vraiment se produire, et que nous étions extrêmement fragiles à cet égard et très peu préparés. J'étais à l'époque maire adjoint de mon petit village, et quand on se retrouve sans électricité, sans téléphone et sans eau courante, parce qu'évidemment les pompes qui alimentent le circuit d'eau, elles fonctionnent à l'électricité, sans compter toutes les routes barrées qui empêchaient de circuler, d'atteindre les hameaux les plus reculés et de savoir s'il y avait des blessés, voire des morts. Fort heureusement, il n'y en avait pas par chez moi. Il y avait comme un écho, surtout au moment où je l'avais imaginé se morfondant chez lui. Alors là où Paco est allé jusqu'au bout, ce qui m'a... Un an après l'apparition de ce livre, donc en avril de l'an 2000, alors après il faut se souvenir aussi qu'il y avait la peur de l'an 2000 de l'an 2000 qui n'a pas eu lieu. On avait de toute façon d'autres préoccupations. Mais Paco Rabanne est de nouveau interviewé, je crois que c'était sur France Inter, et on lui demande s'il ne regrette pas d'avoir publié ce livre. Et Paco a eu cette réponse confondante en disant « Mais si je ne l'avais pas publié, Mir serait tombé sur Paris ». Que répondre et à ça? Là, on peut pas lutter, pour dire les choses clairement. Lui était convaincu que si son livre n'avait pas été publié, on n'aurait pas dévié la trajectoire de cette station spatiale pour qu'elle tombe dans le cimetière de ce genre d'engins spatiaux que constitue l'océan Pacifique.
Et il ne s'est jamais... il n'est jamais revenu en arrière, il a assumé. C'est vrai que 1989 est un moment clé dans sa vie parce que, il perd son aura, il perd de son prestige, il perd beaucoup dans l'affaire, mais il n'aura jamais regretté. Et là, vous parliez de cette interview qui datait d'1 an après la publication du livre, ou au moins 1 an après les événements. Est-ce que vous ne l'avez pas revu ou réentendu au téléphone un peu plus tôt? Par exemple, le lendemain ou quelques jours après cette chute de la station Mir qui n'a pas eu lieu, non? Non. Dans le métier, quand on a écrit un livre pour quelqu'un, après sa publication, on s'efface. Et il est très rare qu'on entretienne des relations après coup. J'allais dire d'abord, c'est normal, la mission est terminée, et sauf à s'être pris d'amitié, la relation a eu un temps. Et puis il y a une autre raison, peut-être psychologique, c'est le travail du nègre terminé, celui qui signe le livre s'approprie son livre. Ça devient son livre. En fait, le nègre est au service de celui qui met son nom sur la couverture et pas à son propre service. Il faut donc savoir s'effacer, adopter la façon de parler et de penser de celui pour qui on écrit, sauf évidemment le cas extrême que j'ai très peu pratiqué, parce que là, il s'agit de toute autre chose, c'est d'écrire des romans pour quelqu'un d'autre. Ça se pratique aussi, sachez-le. Mais ça, je trouve que là, je m'y refuse, je l'ai fait. On fait œuvre pour quelqu'un. J'ai souvenir d'un roman historique que j'ai écrit, je dirais pas pour qui, où le signataire n'a changé qu'un seul mot, c'était un mot dans le titre. J'en étais meurtri, j'avais mis beaucoup de moi-même dans ce livre. Bon, là, c'est tout autre chose. Mais la pratique de s'en remettre à des petites mains de l'écriture, je me souviens que cette expression avait été utilisée dans le journal Le Monde le 11 août 1999. Je crois que l'article commençait en une à propos du livre. De la même manière qu'il y a des petites mains dans la haute couture, il y en a dans la littérature. Et Paco Rabanne, nanana, et puis faisait état de ses remerciements. Très jolie formule. Oui. Et voilà, j'ai tout dit parce que je voudrais pas m'étendre sur le sujet. Et puis surtout, le nègre est tenu à une discrétion qui est une des règles du métier. Et sauf dans ce cas où il a publiquement dit que j'avais concouru à l'écriture, même écrit ce livre, je ne peux que me taire sur les autres personnes pour qui j'ai œuvré. Et d'ailleurs, le fait qu'il vous cite, qu'il vous remercie pour votre collaboration, ça vous a touché, ému, surpris? Alors avec le recul, parce que sur le coup, je crois que j'étais pas content. Quand j'ai reçu le livre, avant qu'il n'arrive en librairie et que je vois ça, je me suis dit, oh non, zut alors, tout le monde va savoir que je me suis prêté à cette folie. D'ailleurs, ça ne vous a jamais porté préjudice. préjudice? J'étais toujours dans l'optique que ça risquait, non pas pour moi-même, mais j'étais pas très fier, finalement. Évidemment, avant l'événement, avant le 11 août, avant d'être sûr que, il s'était rien passé, j'en reviens toujours à cette inquiétude que j'avais nourrie dès le départ, c'est que quelqu'un se jette dans la Seine, se pende ou je ne sais quoi, après avoir lu ce livre. Fort heureusement, ça n'est pas arrivé. Voilà. Et mon nom apparaît. Alors, encore une fois, je l'ai déjà dit, je n'ai jamais revendiqué que mon nom apparaisse. Alors, quand on est du métier et qu'on regarde la dernière page d'un livre, on voit parfois, non pas avec la collaboration mais des remerciements ou la citation de directeur ou directrice d'ouvrage. C'est souvent là qu'on glisse subtilement le nom du nègre. Pour le nom du métier, oui, ça donne une piste. En général, on sait ce qu'il en est. Il faut pas croire que ce soit si rare que ça. Au contraire, c'est très très répandu. Néanmoins, il ne faut pas confondre non plus le travail du nègre et le travail du rewriter. Le travail du rewriter consiste donc à réécrire complètement, voire à reconstruire, à étoffer un livre.
auteur, et moi en l'occurrence, c'était donc bien les idées de Paco Rabanne, ces arguments que je reprenais, je ne vais pas dire sans sourciller, mais j'étais au service de ses convictions. Et on ne peut pas faire autrement si on accepte ce genre de tâches. Alors si je peux me permettre une dernière indiscrétion, et je suis désolé de revenir sur des considérations plus matérielles après les belles anecdotes que vous nous avez livrées, mais le livre évidemment a eu un effet explosif, sans mauvais jeu de mots, dans les médias, mais est-ce qu'il s'est bien vendu, est-ce qu'il a cartonné ? Comme il n'a pas eu le temps d'être traduit et publié à l'étranger, autant que je sache, je crois qu'il n'y a pas de version étrangère, alors que les précédents livres de Paco étaient traduits dans le monde entier et jusqu'au Japon. Là, c'était pas le cas. Puis peut-être que les éditeurs y ont réfléchi à 2 fois. Entre avril et août, il a dû, je sais pas si c'est vendu 60 000 exemplaires peut-être. Pas tant que ça finalement. Ça n'a pas été un succès considérable. Tout le monde en a entendu parler et peu de gens l'ont vraiment pris au sérieux. Donc je pense que tout ça a joué. Mais cet aspect des choses ne me concerne pas. Je n'étais pas, j'ai rarement été intéressé aux ventes des livres. Là, vous êtes rémunéré au contrat, pas au niveau des ventes. Voilà. Écoutez, un grand merci Fabien Perruca pour ces belles anecdotes. Je dois vous avouer que, évidemment, on a, sans vouloir manquer de respect à Paco Rabanne, quand on a tendance à parler de cet épisode et à traiter ce genre de sujet, ça peut prêter à rire, à sourire. Mais là, je trouve que vous avez livré de belles anecdotes et un portrait très touchant de Paco Rabanne. Merci beaucoup Guillaume et bonne journée à toutes et tous. Un grand merci. À bientôt.